Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Donc, écoutez, aujourd'hui je vais faire le point hebdomadaire, hein, vous connaissez sur le Bitcoin, les crypto-monnaies, notamment je parlais du VeChain, j'ai parlé d'Ondo, XRP, également de Aethir Cloud, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais là en ce moment on est en train d'avoir un momentum sur deux projets particuliers, donc à la fois dans l'IA et dans le AWA. Donc dans l'IA, c'est Aethir Cloud avec la crypto-monnaie ATH. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, hein, si vous avez suivi notamment il y a quelques semaines. Également Plume. Alors Plume, je vous en parle régulièrement toutes les semaines. Et ben là, on a eu une énorme explosion, hein, des prix pour Plume et on voit que le momentum là aussi continue de grossir sur ce projet. Donc je vais vous en parler tout ça avec les chiffres à l'appui, les courbes, les graphiques, etc. Vous connaissez. Ensuite, je parlerai également de l'actualité crypto RWA, on va dire en focus, hein. Également, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent, là, qui arrivent. Et également, en fin de vidéo, je parlerai un petit peu de l'actualité économique, avec notamment focus que sur l'économie, même plus sur la politique, parce que ça ne sert à rien la politique désormais, même d'en parler. Donc, plutôt focus actualité économique. Et voir notamment qu'est-ce qui s'est passé avec la dégradation de la note française, hein, sur justement par l'agence notation Fitch. Bon, et on parlera également de la bonne nouvelle du cours de l'or, hein. Enfin, pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle du point de vue dans lequel on se met. Allez, bon bah écoutez, si vous êtes chaud, c'est parti et on y va. Et je commence avec le Bitcoin et le rapport de Farstyle Investors, comme vous pouvez voir ici. Et regardez-moi cette semaine de folie. Là, on a tout absorbé. Par exemple, toutes les pertes qu'on avait eues au niveau des ETF Bitcoin de la semaine dernière, qui étaient légères en soi, hein, mais qui étaient là quand même, eh bien, ont été largement pulvérisées. Regardez, par une semaine, on n'a eu que des chiffres records, quasiment sur les entrées de capitaux sur les ETF, Bitcoin Spot. Et regardez, on a dépassé, je crois, un nouveau record, il me semble, hein, c'est-à-dire on a 56,7 milliards de dollars de capitaux positifs injectés sur les ETF, Bitcoin Spot. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'était pas arrivé sur le Bitcoin, moi, quelques mois, sur des flux comme ça entrants. Et là, le pire, c'est Ethereum. Regardez Ethereum. On avait une semaine, souvenez-vous, de folie la semaine dernière où il n'y avait que des capitaux sortants, bien plus que sur le Bitcoin. Et je vous disais, on voit donc une rotation de liquidité. Eh bien, on la voit encore parce que les capitaux redeviennent positifs, mais quand même moins que sur le Bitcoin. Donc on voit qu'aujourd'hui, nous étions en Ethereum Season. On se disait pourquoi pas on va arriver en Altcoin Season. Eh bien non, on est repassé d'une Ethereum Season à une Bitcoin Season. Donc le bull run n'est pas terminé selon moi. Je rappelle, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif. C'est mon opinion personnelle et je la partage parce que je me base sur des graphiques, des courbes, des données et également un point de vue aussi géopolitique quelque part. Si on peut faire si je peux dire ça, pour faire ma propre opinion, analyse et vous partager tout cela. Mais à vous de faire également le même travail de votre côté parce que je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas l'avenir. Bien évidemment, je peux me tromper. L'erreur est humaine. Donc voilà. En tout cas, moi, mon opinion, c'est qu'en me basant sur ces chiffres, nous repassons donc en Bitcoin season et donc, moi, je m'attends à ce qu'on ait une nouvelle poussée en avant là et pas que pour ça, hein. Je voudrais d'autres indicateurs derrière, voir un nouvel ATH sur le Bitcoin dans les prochaines semaines. Tout simplement parce qu'on a un momentum sur les ETF là qui est fort, qui reprend du poil de la bête sur Bitcoin, alors qu'avant c'était plutôt Ethereum là, qui poussait le bateau, on va dire crypto. Là on voit que c'est de nouveau Bitcoin. Donc là-dessus, positif. Ensuite, Solana, regardez, là on a dépassé les 200 millions de dollars de capitaux injectés sur Solana. Waouh! Bon, c'est toujours le petit bébé, hein, dans la mare, le petit canard dans la mare, mais mine de rien, on voit que Solana, les capitaux ne font qu'entrer en fait. Contrairement à Bitcoin et Ethereum, on voit qu'il y a des jours plus, des jours moins. Solana, depuis 2-3 semaines, ça ne fait que rentrer. Il y a juste eu le 25 août où ça a été rouge. Tout le reste, c'est des flux entrants. Donc là aussi, il se passe quelque chose, et même en termes d'indication, pour tout ce qui est les altcoins classiques. Voilà. Donc maintenant, j'ai passé aux articles. Là, je commence avec un article de journalducoin.com. Bitcoin et stablecoin, l'Amérique les utilise pour sauver leurs dettes, selon là aussi. Donc en fait, il y a eu une déclaration, effectivement, d'un des hauts gradés, hein, de la Russie, je crois, le ministre de la Finance, en fait, qui disait attention,
attention à tous les bitcoiners, les utilisateurs crypto, etc. Les États-Unis, là, en fait, ce qu'ils font, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous parce qu'ils sont en train de convertir quelque part leur dette et de la foutre sur le dos du monde entier, hein, ça, c'est pas une bonne nouvelle, dans le milieu de la crypto, dans le cloud crypto, entre guillemets, pour en fait blanchir leur dette quelque part et repartir à zéro. C'est ce que dit la Russie. Je trouve que c'est pas déconnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque part, qu'est-ce qui se passe avec le stablecoin? C'est-à-dire que là, les États-Unis sont en train de mettre le paquet sur le stablecoin dollar, notamment avec Tether, le USDT. Ils utilisent le USDT pour renforcer leur dollar. Mais en fait, fondamentalement, ils utilisent la crypto-monnaie, donc le USDT, pour effectivement résoudre les problèmes de leur dette. Alors ça, et donc ça, je pense que la Russie est pas loin de la vérité là-dessus. Sur, en tout cas, la volonté politique, on ne sait pas si les États-Unis vont y arriver, hein, bien évidemment, parce que c'est pas comme ça, ni du jour au lendemain, et puis c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Mais en tout cas, leur volonté, ça, je veux bien le croire, que c'est de, en fait, réduire leur dette. De toute façon, c'est pas la première fois hein, qu'ils font ça, les Américains. Ils ont fait ça sur le dos de l'étalon or avec Nixon dans les années 70. Ils ont fait ça avant avec Fort Knox. Enfin voilà, eux, ils se font pas chier. S'il faut résoudre leur dette sur le dos du monde entier, ils vont y aller. Donc, et surtout, là où c'est très intéressant, c'est que ça passe par la tokenisation d'actifs. Et oui, donc en fait, ils sont en train, les Américains, de tokeniser leur dette d'après les propos russes. Après, je suis peut-être un peu plus loin, je mets ma sauce à moi aussi. C'est-à-dire qu'avec la tokenisation d'actifs, ils vont favoriser les échanges encore plus et faciliter notamment les échanges de dettes. C'est le principe même de la tokenisation d'actifs. Donc, ils vont tokeniser, ils sont déjà en train de le faire avec les bons de trésor américains déjà. Mais en fait, ils sont en train de fondamentalement de tokeniser leurs dettes pour les foutre à droite à gauche et vendre à qui veut prendre en fait, aux pigeons, en fait, voilà, aux bons pigeons qui vont pouvoir l'acheter. Ouais, on en est un peu là. En tout cas, c'est ce que dit la Russie, mais après, bien sûr, ça à prendre quand même avec des pincettes. Mais j'avoue qu'ils n'ont pas forcément tort, puisque au final, c'est ce que Trump est en train de faire. Et puis, il a même déclaré, c'est-à-dire qu'il veut résoudre le problème de la dette via le Bitcoin, les crypto-monnaies. Alors bien sûr, il n'a pas dit que c'est sur le dos du monde entier, mais les Russes, eux, ont plutôt ce terme-là. Allez, je continue toujours avec le Bitcoin, donc cryptost.fr. Cette année, le cours du Bitcoin est moins volatile que l'or. Est-ce un signe de maturité? Bah, c'est une belle question déjà, mais surtout, est-ce que vous vous rendez compte quand même, à l'époque qu'on est en train de vivre, on a tous connu le Bitcoin avec des volatilités quand même incroyables. Jamais de la vie on aurait pu penser qu'un jour l'or, hein, qui est fondamentalement l'actif le moins volatile au niveau mondial normalement, est en train de détrôner le Bitcoin cette année, sur ce plan-là. Et ça, c'est du jamais vu, en fait, même pour l'or en tant qu'actif classique. Donc, je vous parlerai de l'or, parce que bien évidemment, vous savez, la courbe de l'or, je passerai en fin de vidéo, et c'est effectivement très édifiant ce qui est en train de se passer, et même, moi, je dirais que c'est inquiétant, parce que ça a des conséquences derrière, ça prouve qu'il y a des choses qui collent pas, quoi. Pour que l'or ne fasse une performance comme ça. Bon, allez, je continue. Donc là, j'ai pas allé plus loin sur le Bitcoin. Les indicateurs, je vous ai mis à jour il y a 2 semaines, donc je ne vous ai pas remis à jour. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que je vous avais pas montré cette TVL en fait, du Bitcoin depuis un petit moment. Et regardez, pourquoi je vous dis qu'en plus, je pense que le Bitcoin a repart à la hausse, c'est parce que eh ben, on a une TVL qui est en train de tout exploser là, et qui est en train vraiment de décoller, qui a battu son précédent record. Vous voyez? Donc, je pense que là, au niveau de la TVL, alors la TVL, c'est un indicateur de performance parmi tant d'autres, mais malgré tout, ça indique justement un certain momentum, hein, une certaine volonté des investisseurs de s'accrocher au Bitcoin, donc de bloquer la valeur sur le réseau de la blockchain du Bitcoin. Et donc, on voit que cette TVL est en train d'augmenter. Et donc, on dit que souvent, il y a un lien de corrélation entre la TVL, forcément, hein, c'est la valeur bloquée au sein du réseau, et derrière l'augmentation des prix. Donc je pense qu'avec tout ce que, entre les ETF, la TVL et même les nouvelles géopolitiques, avec même la Russie qui commence à dire ouais, les États-Unis finalement ils vont s'en sortir avec leur dollar, fait chier, en gros c'est ça, hein. Ben, tout ça grâce à la crypto-monnaie et notamment au Bitcoin. Donc je ne serais pas étonné vraiment que dans les semaines qui viennent, on ait un nouvel ATH du Bitcoin. Alors après, je me pourrais peut-être que ça va être l'inverse, hein, on va se péter la figure, parce qu'on va avoir des capitaux qui vont sortir massivement des ETF et une TVL qui va rechuter. Mais en tout cas, pour le moment, à l'instant T, je ne serais pas étonné qu'on ait un nouvel ATH sur le Bitcoin avec tout ça.
Allez, maintenant, je passe à la suite. Je vais passer à VeChain. Vous allez voir, on a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais un petit peu condenser notamment le Bitcoin. Et notamment donc, sur VeChain. Je commence avec un premier tweet de Sunny Lu de la fondation VeChain, qui est le PDG, en fait, vous voyez, CEO de la fondation VeChain. Et qu'est-ce qu'il déclare? Eh bien, Sunny Lu déclare qu'on a, ça y est, atteint les 5 millions de téléchargements de l'application V-World. Donc là, ce qui permet ensuite d'accéder à la plateforme, vous savez, VBetter, DAO, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a une explosion, regardez, depuis en fait janvier, ce qui est totalement en corrélation, en adéquation avec, vous savez, les prix, enfin le nombre de nouvelles adresses existantes sur la plateforme, l'écosystème de VeChain. Voilà. Donc on voit qu'il y a une vraie corrélation entre l'arrivée et les téléchargements de l'application VWorld et derrière le momentum en fait de l'adoption de masse de l'écosystème de VeChain derrière. Allez, je continue. Et effectivement, quand je parle d'adoption de masse, eh bien, il y a aussi qui dit développement de la part des développeurs, c'est-à-dire en termes d'activité. Et regardez, on voit que là, on a une très belle performance encore de VeChain aujourd'hui, enfin ce mois-ci, avec plus 125% d'activité de développement. Donc on voit que la force de VeChain, hein, tous les mois, on se retrouve avec VeChain qui est en tête de liste des meilleurs projets en termes d'activité de développement, ce qui est le nerf de la guerre au final dans tout ce qui est les applications numériques. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose sur VeChain et on n'a pas encore pour moi en fait les résultats. C'est-à-dire que là on est en train de grossir, vous voyez que là je suis sur le VeChain statistique. Les données disent quoi? Disent qu'en fait voilà, on a un petit peu baissé ces derniers temps, mais sur le mois d'août, mois de septembre, mais on est quand même à 12 700 000 nouvelles adresses avec la majorité qui sont justement arrivées depuis janvier 2025, c'est-à-dire depuis l'explosion des téléchargements d'applications VWorld. Donc, vous voyez, c'est vraiment en lien. Là, on a eu une nouvelle adresse, on a 23 000 nouvelles adresses, donc on voit que ça, le momentum là se calme un peu sur le nombre de nouvelles adresses arrivantes, mais ça reste très propre. Alors, le seul problème, c'est juste qu'on n'attire toujours pas plus de holders de VeChain. Donc, les gens, en fait, ils arrivent, ils achètent du VTHO, du B3TR. Tout le reste, ils s'en foutent, hein. On voit bien que le VeChain, bon, au final, il n'y a pas beaucoup de force de frappe là-dessus et de nouveaux holders toutes les semaines. Et enfin, là où c'est par contre intéressant, c'est là où le VeChain se rattrape peut-être pour le token VeChain en tout cas. C'est ici, c'est-à-dire que là, on est sur le projet Stargate. Vous savez, quand on stake du VeChain, maintenant, en échange, vous avez un NFT qui vous permet de, eh bien, d'être récompensé en VTHO parce que la tokenomics du projet a changé. Donc aujourd'hui, pour gagner du VTHO, c'est plus comme avant, vous aviez juste besoin d'avoir du VeChain et d'être voilà, sur votre portefeuille, d'être récompensé en VTHO tous les jours. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, il faut que vous stakiez vos VeChain sur la plateforme Stargate et en échange, vous serez récompensé en génération de VTHO classique comme vous avez l'habitude. Proportionnellement, en fait, au nombre de VeChain que vous stakez. Et donc là, ça y est, nous étions, donc la dernière fois que je fais la vidéo où je prends des chiffres, nous étions à 5,8 milliards de VeChain stakés il y a 2-3 semaines. Et là, on est à 6,2 milliards. Donc on voit bien que là aussi, il se passe quelque chose, ça monte, toutes les semaines, ça monte ce chiffre. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est quand je repasse sur le site de DeFi Lama avec la TVL de VeChain, eh bien, on est en train de tout faire péter. C'est-à-dire que vous voyez, on est déjà à 6,33 millions de dollars de TVL sur VeChain. C'est en augmentation constante hein, depuis, regardez, un petit moment, parce que là, nous étions par exemple au 24 août à 6,15 millions de dollars, 6,16, 5, on est même repassé en dessous des 6, et là, on a atteint un nouveau record, en tout cas ces derniers temps. Parce que je rappelle que les records qu'on avait eus en 2022 sont très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Mais je rappelle que là où la différence entre 2021, le cycle 2021 et aujourd'hui, c'est que la TVL, toute classe confondue, aujourd'hui on l'a fait exploser. Parce que je rappelle que Stargate, regardez-moi ces belles performances sur le projet Stargate. On est à 158,22 millions de dollars aujourd'hui en fait de TVL si on prenait en compte les protocoles de farm en fait comme le projet Stargate. Donc en fait, fondamentalement, là, réellement, la TVL de VeChain, c'est 6,33 millions de dollars, plus les 158,22 millions de dollars. Voilà. Donc, on a fait péter les 160 millions de dollars faciles de TVL, ce qui est
largement plus que le record des 35 millions de dollars de TVL qu'on avait eu en 2021. Donc pour moi, aujourd'hui, fondamentalement, le VeChain, s'il y a une corrélation toujours entre les prix, le cours des prix du VeChain et derrière la TVL, on devrait connaître dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, une explosion nucléaire des prix du VeChain. Voilà. Donc peut-être que je me trompe totalement, peut-être qu'il ne se passera rien, ou alors même que au prochain, ça va être pire, ça va s'effondrer les prix, parce que c'est vrai que ça a bien chuté les prix depuis un moment quand même. Mais là, je pense qu'avec cette TVL qui augmente en plus constamment, et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on avait vu le petit pic de TVL ici, là, en août, je me suis dit, il va falloir attendre quand même de voir si cette TVL se maintient à un certain niveau. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous voyez, la TVL, elle se maintient. Donc, ça veut dire que c'est une TVL pas acquise, mais qui tient la route, quoi. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des choses qui se passent, donc c'est soutenu par l'écosystème, etc. Bon. Donc rien que ça déjà, vous voyez, parce que quand je fais par exemple en nombre de VeChain maintenant, bah, vous voyez qu'en nombre de VeChain, forcément, j'avais déjà expliqué la semaine dernière, bah, on est quasiment aujourd'hui, juste avec la TVL d'EDEX, hein. Je parle même pas du projet Stargate là. Je parle pas du projet Stargate à 158 millions de dollars de TVL. Mais là, en nombre de VeChain, uniquement, on est quasiment à un niveau de 2022 là. Vous voyez? Donc si on rajoute tout l'aspect du projet Stargate en nombre de VeChain stakés, ça veut dire qu'en nombre de VeChain stakés, on a 6,2 milliards. Bon, là on parle de 300 millions de VeChain en fait. Quand on est là, regardez, on a 300, on a 240 millions, 250 millions de VeChain stakés grâce si on fait la conversion en dollars et token, valeur du token aujourd'hui. Voilà. Donc on est juste avec les DEX quasiment au niveau de 2022. Donc si on rajoute le projet Stargate, on fait tout cramer quoi. Donc logiquement, je pense qu'il va se passer quelque chose dans les mois qui viennent. Je ne serais pas étonné en tout cas, à voir. Mais voilà, peut-être qu'on va avoir un tremblement de terre, il va se passer d'un coup là sur VeChain, ce serait bien, en tout cas, je le souhaite. Mais tôt ou tard, on voit que les fondamentaux quand même sont intéressants. La plateforme VBTR DAO, il y a plein de choses très intéressantes sur VeChain, je pense, et ça va continuer. Voilà pourquoi personnellement je reste bullish sur ce genre de projet, simplement parce que les graphiques, les données mathématiques quand même sont intéressantes. Voilà, après il faut toujours être prudent, hein, bien évidemment, et toujours prendre du profit au maximum quand vous pouvez quand même, en ayant votre stratégie, hein. Ça, c'est ce que je conseille à tout le monde, parce qu'on est tous différents les uns par rapport aux autres, donc on ne peut pas avoir la même stratégie d'investissement, de sortie, d'entrée de sortie d'une personne à l'autre, en fait. Bon, allez, je continue. Donc, vous avez vu la VeChain toujours ultra positif pour moi. Maintenant, je continue et je vais passer au RWA, notamment avec Hondo Finance. Et regardez, Hondo Finance, ils ont fait leur petite publicité sous forme marketing pour vendre en fait leurs services désormais. Donc, ils sont, comme ils le disent, hein, la meilleure finance traditionnelle et la meilleure des blockchains. Alors, ils n'ont pas le boulard quand même, mais bon, on va pas leur reprocher ça, c'est leur job de vendre leurs services. Donc, du coup, et c'est le pire, c'est qu'ils n'ont pas totalement tort, parce que regardez, ils ont fait en fait le curse, enfin le point, le tableau des points positifs par rapport à des avantages par rapport à leurs concurrents. Notamment, bah, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le principe même de la tokenisation d'actifs, ce que j'avais déjà expliqué. Leurs actifs sont transférables, tout à fait. La DeFi, en fait, est compatible, tout à fait, avec ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc la crypto-monnaie. Ils ont un aspect d'accès facile. Effectivement, c'est facile d'acheter la tokenisation d'actifs sur leur plateforme. Après, ils ont tous un aspect de liquidité, backup, donc de renfort. Donc effectivement, ça, tous l'ont, sauf effectivement les autres stocks tokenisés. Mais là, ils sont un peu gonflés de dire ça parce que il y a quand même des bons projets en RWA, en termes de même style que Hondo, qui sont quand même sécurisés. Bon, ils abusent un peu, mais ils font leur pub, on leur voudra pas. Et après, donc, il y a tout ce qui est la protection des investisseurs, les droits, l'aspect juridique, etc. Et également le rapport avec les plateformes de liquidité exchange traditionnelles. Voilà. Et ça, Hondo Finance, ils ont tous ces points-là. Après, si on compare selon eux avec les autres plateformes, les autres actifs tokenisés, eh bien, on n'a pas d'aussi bons avantages. C'est-à-dire que tout l'aspect juridique traditionnel, il n'est pas viable, en fait, d'après eux.
Et surtout, on a même des problèmes d'accès. Des fois, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais un peu moins. Et puis surtout, il y a des problèmes de sécurité, entre guillemets, à déterminer. Et enfin, par contre, là, c'est sûr à 100%, ils ont raison. C'est tout ce qui est les brokers, vous savez, traditionnels, qui permettent justement de faire du courtage ou d'acheter des actions à droite à gauche. Eh bien, effectivement, c'est le week-end, c'est fermé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah non, vous l'avez pas. Est-ce que ce sont des actifs transférables? Bah non, vous pouvez faire que sur... Je sais parce que j'ai testé, donc je ne peux pas vous dire mieux. C'est pas transférable du tout. La DeFi, bah, elle n'est pas compatible forcément. Et l'accès facile, bah non, parce que si la plateforme elle coule, bah, vous perdez vos tout en fait. Ou si vous perdez votre mot de passe, bah, vous n'avez plus accès. Enfin, des fois, ça m'est déjà arrivé. Donc, pas terrible. Au final, tout ce qui est aspect finance traditionnel, mais après, tous ces brokers là, traditionnels, ils sont bien backup au niveau juridique. Là, on est bien d'accord. Et encore que des fois, je pose la question quand même. Ouais. Voilà. Donc, la tokenisation d'actifs, elle est là pour rester parce qu'en tous les cas, il y a plus d'avantages à tokeniser désormais des actions qu'à ne pas les tokeniser, clairement. Allez, je continue. Donc là, toujours avec Ondo Finance. Donc, je vous prends en test après les graphiques et tout. Mais donc là, j'ai un tweet de l'entreprise, donc Ondo Finance, qui sont fiers en fait de partager la nouvelle comme quoi leur fonds OUSG est désormais le plus large investisseur dans le programme en fait de Fidelity. Vous savez, Fidelity, le gestionnaire d'actifs, hein, qui a ses propres ETF Bitcoin déjà, dans leur fonds de tokenisation. Voilà. Donc c'est sur le Fidelity Digital Interest Token qu'on appelle le FDIT. Voilà. Donc ils sont le plus large investisseur de ce token-là de Fidelity. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit quoi? On voit qu'en fait, il y a un nouveau partenariat. D'ailleurs, c'est écrit dans leur blog. Hein, vous pouvez voir, je vous mettrai en description de la vidéo. Un blog, en fait, qui permet justement de mettre en avant ce partenariat et d'expliquer en détail, en fait, en quoi ça va consister. Mais grosso modo, vous avez compris, on voit bien que Ondo Finance et Fidelity, les gestionnaires d'actifs et la finance traditionnelle renforcent leurs liens et leurs partenariats. Allez, je continue pour vous dire que Ondo Finance est en train vraiment de gagner de la force. Regardez-moi, la TVL est en train d'exploser. C'est-à-dire que ça, c'est une TVL, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, regardez, entre 2024 et là, aujourd'hui, 2025, ben, la TVL ne fait que grossir. Vraiment. Et là, regardez, on a fait pas une petite montée, hein, on a fait une grosse montée. On est passé de 1,4 milliard à 1,52 milliard pour une TVL, c'est pas mal. Donc, pour vous dire également, je m'attends aussi à ce que Ondo Finance, en plus de l'aspect mastodonte que ça peut devenir avec des partenaires de fous qu'ils ont, et puis le principe même de ce qu'ils ont créé, avec la Global Markets pour la tokenisation d'actifs et tout, je pense qu'ils peuvent être vraiment un pilier dans le RWA. Voilà. Et donc, ça ne m'étonne pas de voir que la TVL, bah, forcément, elle explose, surtout depuis début septembre, depuis qu'ils ont sorti leur Global Markets, parce que les investisseurs ont compris et donc ils investissent de l'argent dedans, là, maintenant. Voilà, c'est tout. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des mouvements assez sympas sur Ondo Finance dans les mois qui viennent. Après, je continue. Donc cette fois, je vais passer à Ripple et au XRP, hein. Bien sûr, toujours un très très beau projet. Donc là, Ripple a annoncé un partenariat avec la BBVA, donc la Banque d'Espagne, une banque espagnole, pour donc étendre en fait son aspect de grade institutionnel, cette fois à l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, bravo à Ripple qui est en train vraiment d'étendre toutes ces tentacules, on va dire, sur le monde entier, notamment l'Europe, mais également l'Afrique. Et vous voyez que là, le prochain chapitre pour le RLUSD, donc le stablecoin désormais de Ripple, démarre en Afrique. Voilà, donc on voit bien que ça y est, l'aspect, vous voyez, paiement transfrontalier, le RWA accessible à tout le monde, bah, c'est désormais le cas avec des genres de projets qui ont des partenaires en fait internationaux, quoi, mondiaux. Surtout que l'Afrique, pour moi, c'est un énorme marché en la crypto-monnaie parce que là-bas, vous n'avez pas de banque. Enfin, il n'y a pas autant de banques en Afrique, notamment dans certains pays, il n'y a même pas de banque, pas la banque centrale. C'est tout en espèces, généralement, ou alors sur les téléphones, ils se débrouillent en fait comme ils peuvent. Et dans certains pays, bah, l'accès à la crypto-monnaie, c'est le seul moyen surtout d'avoir accès au crédit. Parce que les banques là-bas ne font pas de crédit et les gens n'ont pas les moyens d'avoir des crédits là-bas. Donc, c'est justement le principe même de Ripple qu'avait expliqué avec leur projet pilote
savez, vous avez parlé des éleveurs, enfin c'était des éleveuses plutôt, de bétail, qui disaient si la chaleur dépasse une certaine température, et bien automatiquement avec la blockchain, et bien des fonds leur étaient alloués par microcrédit, entre guillemets, pour justement que leur bétail puisse manger ou boire quand même malgré la hausse des températures. Sans qu'elles aient à perdre de temps à aller demander un crédit à la banque, puis que le temps qu'elles reviennent, en fait, leurs bêtes sont toutes mortes, quoi. Voilà. Ça, c'est le genre de projet que Ripple est en train de mener avec brio. Et donc, là où c'est intéressant, bah, là aussi, regardez, c'est l'augmentation de la TVL de XRP, enfin de Ripple. Vous voyez? Donc on est vraiment sur, on voit bien que depuis là, septembre, on voit bien que tous les gros projets comme ça, avec des fondamentaux derrière, sont en train de reprendre du poids de la bête, même en termes de TVL. Il se passe quelque chose. Et ça c'est surtout au niveau du RWA, vous l'avez compris. C'est là-dedans vraiment que les investisseurs sont en train de jeter leur dévolu là en ce moment. Et on voit les TVL qui explosent vraiment pour tous ces genres de projets. Bon, maintenant je continue, les amis. J'ai passé à Plume, hein. Vous savez, c'est le nouvelle petite crypto là que je mets en avant dans mes vidéos, mais également qui bah, le mérite, hein, clairement, parce que regardez, ils ont fait une publicité là, Plume, enfin un petit tweet. Ça y est, ils ont déclaré qu'ils avaient atteint plus de 200 000 holders de leur token RWA, enfin de leurs actifs tokenisés RWA. Donc, ils ont été les premiers au niveau mondial à atteindre les 100 000, sont désormais les premiers à atteindre les 200 000. Et donc, je vais aller plus loin, parce que moi, j'ai les chiffres, bien évidemment, après à vous présenter en détail sur le site rwa.xyz. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe. Et aussi, ils ont annoncé un nouveau, en fait, partenariat avec Kobo. Alors, je crois que ça s'appelle comme ça, Kobo Global, voilà, pour permettre justement, eh bien, d'institutionnaliser, entre guillemets, cet aspect-là. Donc c'est hyper intéressant ce qui se passe. Et regardez au niveau maintenant de la TVL, hein. Donc, maintenant je vais faire ça, je vais présenter la TVL à chaque fois que je vous présente un projet, que je vais vous parler toutes les semaines, comme ça on verra l'évolution de la TVL au cours du temps. Et donc regardez, on avait eu un petit creux, je vous avais dit on est sur une baisse de momentum là sur Plume, et finalement tout a été rattrapé quasiment depuis en quelques jours, en une semaine, puisque là on est en train de repartir à la hausse. Vous savez, on est à plus 3,48% de TVL là déjà en 24 heures. Et les prix, c'est là où ça devient quand même intéressant. Et on voit qu'il y a vraiment une corrélation quand même tôt ou tard entre la TVL d'un projet et les prix. Les prix ont explosé. Mais ils n'ont pas un peu explosé. On a eu un 50% en une semaine, voire 100% en une semaine. Alors ça, et voilà, donc je ne pensais pas qu'on aurait une augmentation comme ça. Alors je m'attendais à qu'on ait une augmentation, oui, parce que, comme je dis, la corrélation, moi je suis persuadé qu'il y a une corrélation entre la TVL logique et le prix. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une explosion nucléaire comme ça. Folie, hein. Donc, enfin, je vous invite à aller voir les cours là du projet Plume, enfin de la crypto-monnaie Plume sur une semaine. Vous allez voir, vous allez halluciner, quoi. Voilà. Et donc, c'est là où je vous dis, il y a vraiment un intérêt quand vous faites des recherches, même pour n'importe quelle crypto-monnaie. N'hésitez pas à aller voir notamment la TVL, je vous donne le site, c'est DeFi Lama. Alors le nom du site a l'air de rien comme ça, on est d'accord. Mais il y a des informations quand même intéressantes au niveau des courbes exactes, pour le coup, et tout ça, qui permet de faire sa propre opinion au final. Voilà. Donc plutôt que de se baser uniquement sur ce que disent les gens, ou même moi ce que je dis, bah, c'est bien que vous alliez faire votre propre opinion, vous cherchez vos propres sources, vos propres chiffres en fait, pour vous faire derrière votre propre opinion, parce qu'au final, bah là vous voyez, la TVL, ça permet quand même d'un indicateur sur qu'est-ce que ça peut faire derrière. Donc c'est intéressant quoi. Et si vous avez au contraire une TVL qui était bas de gamme, bah, c'est un projet du coup qui investit, enfin, où les investisseurs sont pas forcément intéressés quoi. Ah, ça donne quand même l'indicateur. Bon. Allez, je continue. Donc là, je passe maintenant à, comme je vous l'ai dit, le site rwa.xyz. Comme je vous le disais, bah, effectivement, sur Plume, on est à 201 452 désormais holders d'actifs tokenisés sur ce réseau-là. On a une petite valeur de la RWA qui a chuté par rapport à il y a 30 jours, mais on voit, vous voyez, ça reprend du poids de la baisse, parce que je vous montrais la TVL est en train de repartir à la hausse. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de comptes en fait liés au RWA, parce qu'on était à 102. Et bien désormais, on est à 144. Donc on voit qu'en plus, le réseau Plume continue de grossir et de proposer toujours plus d'actifs tokenisés.
ou d'éléments de tokenisation disponibles pour ces utilisateurs. Donc, c'est pas étonnant qu'on puisse voir en fait que le réseau Plume détient plus de la moitié quand même de tous les détenteurs de holders d'actifs tokenisés que l'ensemble du marché tokenisé, quoi. C'est-à-dire, regardez-moi ça. C'est-à-dire que là, on est sur le Global Market Overview, c'est-à-dire sur tous les actifs tokenisés et tokenisables, entre guillemets, et sur tous les réseaux, en fait, tous les networks réseaux disponibles, vous avez Ethereum qui est en première position avec 421 comptes de AWA contre les 144, vous savez, pour le réseau Plume. D'ailleurs, le réseau Plume n'est même pas dans le top 10 ici des réseaux, mais en termes de holder, Ethereum est loin derrière aussi. C'est-à-dire qu'Ethereum, tu as moins de 100 000. C'est-à-dire que là, Plume a plus de la moitié quand même de tous les holders d'actifs tokenisés, truc de malade. Bon, donc c'est pas étonnant que ça a pété, ça pète déjà, et puis ça va continuer à péter, puisqu'on voit que ça continue de grossir. Donc il se passe quelque chose, vous voyez, pour Plume, avec ces 201 452 holders. Donc je serais pas étonné que ce soit les premiers aussi, s'ils continuent comme ça, attendre même les 1 million, le premier million de holders d'actifs tokenisés. Allez, je continue. Bon, ça faisait longtemps. Maintenant, j'ai passé à l'IA. Alors, l'IA, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas parlé. Je vais juste faire une petite parenthèse là. Je ne vais pas parler de l'IA en général, ni des projets comme Fetch et tout, comme j'avais l'habitude de faire. Là, je vais vraiment me focaliser sur Aetir Cloud, parce que c'est le projet que j'avais pas présenté quand même il y a quelques mois, même quelques semaines. Je ne sais plus exactement quand. Il faudrait retrouver la vidéo. De toute façon, je mets le logo en vidéo, donc c'est pas compliqué de retrouver. Mais eux aussi, ils sont en train d'exploser parce qu'en fait, là aussi, ils ont leur revenu annuel qui est en train vraiment de décoller. Et ils ont même fait un petit post exprès là-dessus pour déclarer que leurs en fait, mois de juillet et août ont été leurs plus gros mois. Ça a été le record qu'ils ont jamais fait en termes de revenus mensuels. Donc là, ils sont quand même à 13 millions de dollars de revenus mensuels. Et en septembre, en fait, il prévoit déjà que le prochain trimestre sera meilleur de 20% en plus que le précédent trimestre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même l'évolution du truc. Donc moi, après, je suis allé sur leur site et tout, je suis allé chercher vraiment les graphiques qu'il faut, hein, ne pas me contenter de leurs graphiques à eux, parce que bon, un graphique c'est facile à montrer, hein, mais là par contre, je suis sur leur GPU dashboard sur leur site internet, vous voyez, Aetir, et là effectivement, vous avez toutes les données. Et donc c'est vrai que là, l'année dernière, regardez l'évolution, c'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient à 1 million de dollars de revenus mensuels, c'est-à-dire en août dernier 2024. Un an plus tard, bah, ils ont multiplié par 10 leurs revenus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus que 10. C'est-à-dire que là, ils sont à 13 millions de dollars de revenus annuels. Enfin, mensuels, pardon. C'est une dinguerie, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 10 en un an leurs revenus mensuels. Folie, un projet comme ça, pour investir, c'est du pain béni, quoi. Je veux dire, quand vous voyez ça. Donc, il se passe quelque chose. Et après, donc, du coup, pour vous rappeler un peu les fondamentaux de qu'est-ce que c'est Aetir, en fait, c'est Aetir, un projet qui met à disposition donc, la puissance de calcul pour justement l'intelligence artificielle au niveau mondial. Donc, ils sont présents dans tous les pays quasiment. Donc, vous voyez, ils ont fait un petit thread pour expliquer justement tout ça. Donc, ils disent que en fait, l'industrie de l'intelligence artificielle est en train de grossir plus vite que jamais, mais donc du coup a besoin en fait de ressources qu'on appelle de puissance de calcul pour pouvoir justement se développer et développer notamment ChatGPT. Bah, ils ont des centaines, des milliers de serveurs justement de puissance de calcul pour que la machine puisse calculer, quoi, tout simplement. Et donc Aetir, bah, vous voyez, c'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est le GPU cloud, ce qu'ils appellent ça comme ça, décentralisé. Voilà. Et donc à un niveau en fait d'entreprise. Ils sont vraiment à un niveau institutionnel pour donc justement l'intelligence artificielle, mais pas que. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant. Il y a également le Web 3, mais également les entreprises de gaming, c'est-à-dire tout ce qui est les studios de développement et tout. Vous voyez. Et donc, là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, ils ont même posté ce tableau, je trouvais vraiment magique, pour analyser un peu le projet. Ça bug là un peu, mais voilà, je vais retrouver, voilà, c'est ça. Donc, du coup, le tableau, regardez, c'est en fait le coût. Par exemple, si vous prenez demain Aetir Cloud en fournisseur de GPU, eh bien, vous paierez en fait 1,25 $ de l'heure par GPU, simplement. Et regardez un peu les concurrents qu'ils ont. Donc les concurrents, notamment le plus connu, enfin en tout cas
de la masse qu'on a, bah, c'est AWS de Amazon, notamment. Bah, eux, ils sont à 6,04 $. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les entreprises de l'IA qui ont besoin de GPU pas cher, parce que c'est toujours ça, hein, le but c'est d'optimiser au maximum les frais. Hein. Toutes les entreprises sont comme ça, faut pas rêver. Donc aujourd'hui, ben, Aether Cloud, il est numéro 2. Non, pardon, il est premier en fait, en termes de prix compétitif pour fournir les mêmes services que les autres. Voilà. Donc, vous voyez que leur premier concurrent, bah, ils sont déjà à 49% de prix plus cher que Aether, que eux-mêmes, ce qu'ils font. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient des revenus de malade, en fait, parce que bah, tout le monde est en train d'aller vers eux, vers chez eux, pour justement obtenir de la puissance de calcul à moindre coût, en fait. Voilà. Donc c'est la folie. Donc c'est un projet justement qui est en train d'exploser littéralement même en termes de prix parce que je pense qu'aujourd'hui bah, les fondamentaux sont en train de rattraper les prix là petit à petit. Tellement c'est une folie. Et en plus c'est lié à l'IA. Donc l'IA c'est un des narratifs les plus gros là en ce moment. Il n'y a pas 36 millions de cryptos qui font sérieusement de l'IA en plus, encore moins dans le cloud computing. Et je vous rappelle que le concurrent principal dans l'écosystème de la crypto de Aether aujourd'hui c'est Render. Et Render, ils sont même pas. Ils font 1 million, je crois, de chiffre d'affaires annuel. Sauf que là, au niveau annuel, vous avez compris, c'est 110 millions de dollars de chiffre d'affaires pour Aether Cloud. Vous voyez? Donc, ils ne sont même pas dans la même cour, là, alors que Render est dans le top 40, là, top 30 des crypto-monnaies. Bon. On peut vous dire un peu le genre de truc balèze là, dans lequel on est en train de voir émerger, si vous voulez, et on est encore à des. Enfin, en tout cas, à mon sens, hein. Après, est-ce que, là c'est sur la question, est-ce que les revenus qu'ils annoncent, ils gagnent 110 millions, mais en fait, ils en dépensent 200? Ça, j'ai pas accès à ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi à voir, parce que dire revenu, chiffre d'affaires, c'est pas la même chose que réellement bénéfice. Donc c'est là où j'ai un petit doute. Est-ce que c'est juste les bénéfices qu'ils ont fait ou le chiffre d'affaires qu'ils ont annoncé? Pas pareil. Donc là aussi, toujours, moi j'ai cette petite arrière-pensée qui me dit toujours faire attention avec un projet, surtout quand c'est au début comme ça et que ça prend du momentum et tout. C'est toujours rester prudent quand même, les amis, même si c'est des pépites où il y a des beaux rendements mathématiques avec des belles courbes. Voilà. Donc toujours faire attention quand même. À ça, jamais mettre ça dans le même panier. C'est pour ça que c'est bien de diversifier dans le RWA, dans l'IA, plein de choses. Et au sein même de tout ça, encore diversifier avec plusieurs projets, tout ça. Bon, voilà. Allez, bon, maintenant ce sera tout pour l'IA, pour les projets crypto. Je passe maintenant aux actualités crypto plus générales, avec quand même le focus sur le RWA. Donc là, je suis sur journalducoin.com. Donc crypto, les projets liés à la tokenisation d'actifs du monde réel explosent à la hausse. Voilà, donc on parle d'un plus 11% sur un mois pour la tokenisation d'actifs. Donc déjà, c'est énorme. Mais ouais, ça continue. Et puis surtout, c'est pas étonnant que ça continue quand on voit les nouvelles en fait qui s'enchaînent. Notamment, j'ai un article de cointribune.com. BlackRock envisage de tokeniser ses ETF après le succès de son fonds Bitcoin. Je sais pas si on se rend compte du délire quand même. C'est que le Bitcoin a été tellement puissant pour BlackRock, c'est juste bah, finalement, on va utiliser le même modèle, on va le mettre partout pareil. On se fait plus chier. On fait comme le Bitcoin. Ah, alors on est là quoi. Tellement c'est fulgurant. Voilà, et la tokenisation d'actifs, c'est vraiment l'avenir. C'est là que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, quoi. Donc, cryptost.fr, le président de Biélorussie appelle les banques à favoriser les crypto-monnaies. Donc, maintenant, la Biélorussie commence à vouloir s'y mettre. Donc, les crypto-monnaies peuvent être un appui pour l'économie. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, même pas besoin d'épiloguer, hein. Tout écrit noir sur blanc, quoi. C'est-à-dire, l'avenir des cryptos, c'est l'avenir, en fait. L'avenir. Donc, Cointelegraph France, Chainlink, UBS et Ggift lancent un projet pilote à Hong Kong pour un fonds de tokenisation automatisé. Voilà, je suis même pas dans d'épiloguer. Des articles comme ça, on a une pelletée, quoi. Tout, hein. Et c'est d'autant plus flagrant que quand on fait maintenant le parallèle avec l'économie traditionnelle, l'économie qu'on a connue de dinosaures là, depuis 40 ans, depuis 100 ans, allez, depuis 100 ans, bah c'est ça. C'est ça. Là, je passe à l'actualité économique du coup, hein. Vous avez vu la transition. Bon, un peu brutale, mais. Eh ben c'est ça, latribune.fr, Fitch dégrade à A+, la France qui sort du club des dettes haute qualité. Bon, on
Donc, nous, on a intérêt à bouger on a intérêt à faire comme les États-Unis, hein. Si on veut s'en sortir, il faudrait également qu'on ait un petit plan crypto là, bon, à l'échelle gouvernementale. Mais avant que ça arrive, ouais, il y a des arbres qui vont tomber, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, ça y est, on y est. Donc, ça fait quand même un petit moment que notamment les économistes comme Marc Toiti nous préviennent, hein. Il y avait Xavier Moreau aussi qui nous prévenait. Voilà, donc ça y est, l'agence de notation Fitch a enfin, parce que c'est quand même pas, c'est pas nouveau, hein, pour les gens qui, notamment Marc Toiti nous disait, ça fait un an quand même qu'on aurait dû avoir une dégradation de l'agence de notation Fitch de la dette française. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement on sort des dettes haute qualité, donc puisqu'on passe en simple A, et donc ben, c'est plus grave quand même ce qu'on veut bien nous faire croire, parce que ça veut dire que nous, notre dette qui est déjà énorme à 3400 milliards d'euros de dette, eh ben, on a besoin justement qu'on ait de l'argent étranger qui vienne financer notre dette, et donc nos budgets publics, puisque notre dette grossit parce qu'on fait fonctionner la planche à billets et les budgets publics. Voilà. Et donc, si bah, avec cette note simple A, bah, il y a plein d'entreprises spécialisées dans la gestion de ce genre de dette ou de l'achat ou revente, etc., qui ne pourront plus justement accéder à notre dette parce qu'elles légalement, elles ne pourront plus le faire. Elles ne pourront plus en acheter. Donc, ça veut dire que là, on vient de voir notre source, quelque part, de financement de la dette, bah, prendre un coup dans l'aile. À un moment où en plus notre dette est de plus en plus haute et les intérêts de la dette sont de plus en plus hauts. Donc, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle, vu la situation actuelle dans laquelle nous sommes plongés. Et bien sûr, bah, tout ça, que va faire le gouvernement? Parce que je ne vais même pas parler de Bayrou et compagnie, hein, mais bon, du coup, on a un nouveau ministre, Premier ministre. Et donc, leséchos.fr, la taxe Zuckman, la menace d'un renforcement de l'imposition pousse nombre de patrimoines à envisager un départ. Ouais, donc nous on est là, c'est-à-dire que sur on n'a rien compris. Donc comment avoir plus d'argent? Il faut surtout pas moins dépenser, il faut juste plus taxer les honnêtes citoyens. Voilà, trop facile. Ah, franchement, n'importe qui pourrait trouver la combine, hein. C'est clair. Voilà, on en est, donc on va couler quoi. C'est-à-dire avec ce genre de, on est toujours là, on n'a pas compris. Hein. On n'a pas compris que qu'on est, y a plus rien à tondre. Tout le monde a été tondu là en France. Il n'y a plus de moutons à tondre. Bref. Donc voilà, vu qu'ils en sont là encore, bah, il n'y a aucune raison que le mur, on se le prenne pas encore de plein fouet, quoi. Voilà, c'est tout, hein. On va continuer. Bon, allez, je continue. Donc maintenant, j'ai passé, vous savez, on va faire le comparatif euro par rapport au dollar. Donc c'est toujours pareil, il n'y a pas de spoiler. L'euro est bien renforcé par rapport au dollar, mais vous avez vu que quand on voit ce genre de nouvelles avec la France qui se fait baisser sa note de la dette, bah, on voit que si la France est en crise économique, l'Europe le sera forcément. Voilà, on représente 25% de la dette totale européenne. Donc forcément, si nous on entre en crise à cause de notre dette, ça va plonger l'Union européenne en entier. Donc si ça arrive, bah, ça va forcément avoir des conséquences sur le cours de l'euro par rapport au dollar. C'est-à-dire, il ne faudra pas rêver. Là, on a un très bon cours de l'euro par rapport au dollar, mais il faut s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, si on prolonge cette crise économique monétaire et de la dette en France à l'échelle de l'Union européenne, eh ben, les investisseurs ils vont encore plus fuir l'Union européenne et donc on va avoir une chute de la valeur de l'euro par rapport au dollar ou alors par rapport à d'autres monnaies comme notamment le franc suisse, etc. Parce que c'est vrai que le dollar est dans un sale état en ce moment, avec notamment les tarifs douaniers, la politique agressive de Trump au niveau économique vis-à-vis des autres pays. Et maintenant, le cours de l'or, là, je finis par le meilleur, hein, le meilleur pour la fin. Donc le cours de l'or, bah, tout fait péter. Donc là, on a 99,94 euros le gramme. Ça veut dire qu'au kilo, eh bien, nous sommes à 99 940 euros le kilogramme 24 carats. C'est jamais vu, mais surtout que cette semaine, on a dépassé les 100 000. Regardez, on a dépassé notamment, je crois, mercredi, on a dépassé les 100 000, donc on est à 100,51. Alors, si je mets en kilo, c'est plus parlant quand même. Plus impressionnant d'avoir les chiffres au kilo. Regardez, au kilo, nous étions ici à 100 500 euros le kilogramme d'or 24 carats. Voilà, donc on voit bien que il se passe quelque chose quand même. L'or est en train de nous dire, bah attention, c'est la merde en fait là. Voilà.
Donc quand l'or monte comme ça veut dire que l'instabilité géopolitique et mondiale anticipée, je dis bien anticipée, est mauvaise en fait. Donc là, les investisseurs parient sur une dégradation de la géopolitique mondiale et surtout par rapport à l'euro, parce que là, on voit que c'est le cours de l'or par rapport à l'euro. Voilà. Donc on voit bien, encore une fois, ça prouve que l'or est bel et bien un actif de valeur refuge, et quand c'est la merde, eh ben, l'or, lui, il permet de protéger votre épargne en fait contre l'inflation, également les facteurs géopolitiques et externes. Mauvais, évidemment. Bon, eh ben voilà les amis, hein, ce sera tout pour cette vidéo. Vous avez vu que la crypto-monnaie, je suis hyper bullish, toujours, hein, vous l'avez compris, hyper confiant pour la suite des choses, parce que c'est même plus de la crypto-monnaie, c'est une technologie. Donc la blockchain, c'est une technologie, la tokenisation d'actifs, c'est une technologie, et tout le monde est en train d'y accéder, même plus uniquement pour un aspect de technologie, qui facilite les choses, qui modernise les choses, mais en plus parce que en fait, on s'en vient vers une crise de la dette, une crise monétaire, et donc il n'y a pas 36 000 alternatives au niveau numérique de se diriger vers la crypto, quoi. Donc on est en train de vraiment de profiter de plusieurs facteurs, en fait, politiques, géopolitiques, économiques, qui font que la crypto-monnaie est en train vraiment d'être mise en avant, et on le voit même avec le propos de la Russie sur les États-Unis, comme quoi ils disent ces enfoirés-là, ils sont en train de se baser sur la crypto pour sauver leur dette. Voilà, bah, c'est tout à fait vrai. Je pense, en tout cas, ce point de vue-là. Et révélateur sur la suite du monde, en fait. Bon, allez, ce sera tout pour aujourd'hui.